Silence. Bonsoir et bienvenue encore une fois à la nouvelle conférence d'Iségoria. Ce soir, nous accueillons avec plaisir le philosophe Yves Michaud. Le titre de sa conférence a pu laisser un peu de... porter à réfléchir sur la société esthétique ou la beauté partout. Comme d'habitude, je vous présente brièvement notre intervenant. Yves Michaud, vous avez fait l'école normale supérieure, une agrégation de philosophie, doctorat, lettres et sciences humaines. Vous avez longtemps enseigné avant d'être nommé directeur à l'École nationale des beaux-arts jusqu'en 1997. Vous êtes co-concepteur de l'Université de tous les savoirs, une initiative qui a permis de rassembler énormément de personnes sur des conférences gratuites ouvertes au public. Vous êtes également un intervenant permanent pour l'émission Esprit public le dimanche matin sur France Culture. On a pu vous voir également dans de la presse enfantine pour les plus jeunes d'entre nous. Sur votre œuvre, vous avez deux grandes thématiques, la philosophie politique. Vous étiez intervenu il y a quelques années sur la violence, qui a nourri de nombreux ouvrages. Et vous avez également un deuxième sujet de prédilection qui a nourri le sujet de ce soir, l'art contemporain, avec une réflexion autour de l'esthétique. Votre dernier ouvrage, L'art à l'état gazeux, a été un énorme succès et a approfondi toute la réflexion autour de l'évolution de la notion d'art contemporain. Et vous préparez actuellement La beauté sans limite, qui sera la suite de cette réflexion. Vous allez certainement nous parler du renversement de la notion du beau dans nos sociétés, le beau qui a infiltré tout notre quotidien, du luxe, de la beauté, de l'esthétique, la mode, la publicité. Et est-ce qu'on peut encore trouver du beau dans les arts contemporains aujourd'hui? Peut-être que vous nous donnerez une réponse à ce sujet. Voilà, je vous laisse Monsieur Leroy introduire son sujet. Bonne soirée à tous. Donc, merci Camille, bonsoir à tous et merci bien entendu à Yves Michaud. C'est avec un certain plaisir que je le reçois puisque j'ai eu le plaisir d'être son élève et aussi de travailler avec lui à l'École nationale des beaux-arts. Donc Yves Michaud va nous parler d'un sujet apparemment futile et superficiel puisqu'il va parler de la beauté et de l'esthétique. Mais au-delà des considérations sur l'art contemporain que Yves Michaud, comme l'a dit Camille, connaît très très bien, il me semble que le sujet qui est proposé ce soir renvoie une dimension politique et sociale, et plus particulièrement à la question du lien social et de l'espace public. Donc je voudrais simplement vous proposer éventuellement quelques petites réflexions et quelques questions préliminaires à Yves Michaud. La conférence d'Yves Michaud s'inscrit assez dans la continuité de celle de Robert Rochefort d'il y a 15 jours, puisque Robert Rochefort se demandait si le citoyen n'était pas devenu un simple consommateur. Eh bien, pour prolonger le propos, on pourrait se demander si, pris dans le consumérisme généralisé, les citoyens ne seraient pas aussi tous sous l'emprise de l'esthétique et de l'injonction permanente au beau, ce qui est évidemment un rapport avec le marketing. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi Yves Michaud affirme que la beauté est partout aujourd'hui, et j'imagine qu'il nous donnera des exemples. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de cacher la laideur. Le propos d'Yves Michaud s'inscrit dans la continuité des analyses de Daniel Bell, un sociologue américain qui avait diagnostiqué l'émergence d'un nouveau style de vie qui serait fondé sur l'esthétique. Et Daniel Bell a avancé l'hypothèse d'une esthétisation de la vie quotidienne et d'une restructuration des sociétés démocratiques occidentales autour de valeurs qui seraient plutôt réservées au monde artistique, comme la créativité, la recherche d'authenticité et l'expression de soi. Je pense que dans la même perspective, aujourd'hui, Yves Michaud suggère qu'il y a une injonction permanente à la beauté, qui se repère bien entendu dans le succès du design, du packaging, mais qui concerne aussi, on s'en rend tous compte, les corps qui sont entretenus, maquillés, tatoués, remodelés, transformés, ce qui contribue bien entendu à l'imposition de standards esthétiques qui ne rendent pas toujours la vie facile. Dans un autre registre, je voudrais faire référence à Michel Houellebecq, qui, dans les particules élémentaires, montre que le libéralisme économique et la libéralisation des mœurs s'accompagnent d'une course à l'esthétique et d'une compétition entre les individus. Donc pour reprendre un parallèle entre l'art contemporain et l'esthétisation de la vie quotidienne, on pourrait dire que l'art contemporain
s'est emparé de tous les objets de la vie quotidienne, donc des corps, de l'intimité, de l'argent, des boîtes de conserve, mais qu'à l'inverse, ou en retour, la vie quotidienne devient elle-même une expérience esthétique permanente, et que la morale, par exemple, elle-même devient une éthique, et donc une esthétique, voire une cosmétique, pour faire référence à certains travaux de Foucault sur la subjectivisation et la construction du sujet au travers d'expériences plus ou moins extrêmes. Et pour revenir là encore à Houellebecq, cette esthétisation, cette injonction et injection aussi du beau n'est pas nécessairement facile à vivre, et on pourrait lire l'extension du domaine de la lutte comme l'extension du domaine de l'esthétique, ce qui est difficile à vivre pour des personnages houellebecqiens qui sont désespérément banals, qui, loin d'être des dandys, sont très moyens et vont d'ailleurs le payer au prix fort à la fin du roman. Pour juste revenir sur l'entreprise, je voudrais dire que cette injonction esthétique, elle concerne le discours managérial aussi, puisque, comme l'ont montré Boltanski et Chiapello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, le discours managérial, aujourd'hui, se calque sur des grilles et des valeurs esthétiques, puisqu'il propose de mettre en avant l'autonomie, l'affirmation de soi, la créativité. Et les managers, aujourd'hui, doivent faire valoir leurs différences, leur individualité. Ils doivent être porteurs de projets, ils doivent être créatifs. Et plus fondamentalement, ils doivent gérer leur parcours professionnel comme une œuvre d'art qu'il faut, en quelque sorte, polir et profiler. D'où la récupération des discours des travaux de Michel Foucault par les managers et par certaines instances du MEDEF. Ce qui est assez. Donc l'entreprise ne devient plus un lieu d'exploitation, mais un lieu, assez paradoxal, d'émancipation, de création et même de transgression. Et certains prennent l'esthétique et la transgression au pied de la lettre. Je voudrais faire référence ici à Jérôme Kerviel, qui est devenu un artiste, en tout cas une icône, puisque vous pouvez acheter ces t-shirts sur Internet, ces t-shirts qui connaissent un grand succès. Enfin, pour conclure, juste cette généralisation de l'esthétique par rapport à l'espace politique, elle peut poser un problème, et je voudrais rapprocher Yves Michaud de Kant, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de ce rapprochement, puisque pour Kant, l'esthétique est plutôt une source de sens commun, elle est source d'intersubjectivité, de communication entre les individus, et elle s'inscrit dans le programme des Lumières de rationalisation de l'espace public et de discussion, de construction d'un espace pacifié. Et je ne suis pas sûr que les propos d'Yves Michaud aillent dans ce sens, puisque cette généralisation de l'esthétique conduirait non pas à un espace de dialogue, à un espace public, à un espace communicationnel, pour reprendre l'expression d'Habermas, mais pourrait plutôt conduire à un délitement social, encourager l'individualisme, puisque chacun va devenir artiste, et artiste de façon égale, puisqu'on est en démocratie. Et finalement, cet espace esthétique deviendra un espace non pas de dialogue, mais de dissensus et de différend, au sens d'affrontement. Et cet affrontement, finalement, je reboucle avec Houellebecq, les deux protagonistes d'extension du domaine de la lutte vont en faire, comme je le disais tout à l'heure, la dure expérience, puisqu'ils vont être victimes de leur inesthétisme. L'un va tomber en dépression, à force d'être trop normal, et l'autre, qui est trop laid, va échouer à se transformer en esthète, c'est-à-dire à tuer quelqu'un, et il va finir par se suicider d'une façon très très banale, puisqu'il va avoir un accident de voiture. Donc sur cette note inesthétique et cette transversalité banale de Houellebecq, je laisse la parole à Yves Michaud. Merci. Je vais parler d'ici. Merci Frédéric Leroy de cette introduction, d'autant qu'en plus j'ai une grande admiration pour Michel Houellebecq. Et j'en profite tout de suite pour vous conseiller de la lecture, non pas de ses romans, parce qu'ils sont très bien, mais il y a un livre moins connu, c'est son petit livre sur Lovecraft,
qui est absolument génial. Ceux qui s'intéressent à Lovecraft, comme ceux qui ne s'y intéressent pas, comme c'était mon cas avant. Vraiment un moment formidable. C'est aux éditions du Rocher. Excusez-moi, mais publicité gratuite. J'aime bien indiquer des bouquins. Alors, il y a une petite variation de titre, mais c'est strictement le même propos. Donc, je vais vous parler de la beauté partout, art et esthétisation de la vie. Alors, je vous préviens tout de suite d'une chose, c'est que je ne suis pas un philosophe, je dirais, trop spéculatif. Je suis un philosophe empiriste, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse d'abord, c'est de décrire à peu près convenablement les situations. Donc, dans ce que je dis, il y a peu de jugement de valeur. Il peut y en avoir à la fin, ça c'est certain. Mais prenez plutôt le caractère un peu pince sans rire de ce que je dis. C'est-à-dire que j'essaye de décrire les situations. C'est ce que j'ai fait dans l'art à l'état gazeux, ce que je ferai dans la suite, sur la beauté partout. Mais je n'aime pas les jugements de valeur, ni les rationalisations, les grandes systématisations, les grandes théories prématurées, parce qu'en général, ça ne mène pas très loin. Alors donc, je vais vous parler de ce mouvement, d'abord de la situation de l'art aujourd'hui, et ensuite de la manière dont la vie entière se colore esthétiquement. Alors je commencerai par quelques éléments de rappel qui sont peut-être un peu académiques, mais qui sont importants. D'abord pour vous dire qu'on n'a pas du tout pensé toujours l'expérience de l'art de manière esthétique comme nous le faisons jusqu'ici. L'expérience de l'art et l'expérience esthétique a souvent été interprétée un peu autrement. En d'autres termes, donc par exemple, comme je mets note sur la diapositive chez Platon, en termes érotiques, cognitifs et mystiques, puisque dans le banquet, l'enquête sur le beau commence par qu'est-ce que le beau, puis ensuite comment monte-t-on jusqu'à l'amour du beau, à travers l'amour des corps, et puis de l'amour du beau à l'amour des idées, et finalement à la connaissance mystique. Donc il est peu question d'esthétique à proprement parler. Et de la même manière, vous avez des penseurs néoplatoniciens comme Plotin qui parlent de l'esthétique en termes de contemplation mystique de l'un, source de toute chose avec lequel le regard s'identifie. Je vous ai mis une citation là de Plotin qui est tout à fait caractéristique de ces sortes d'extase mystique de la beauté, d'où nous nous sommes éloignés et néanmoins dont nous sommes proches de manière figurée ou métaphorique. Ceux qui n'ont pas la vision entière de la beauté n'accordent foi qu'à la seule impression qu'ils en recueillent, mais ceux qui sont comme totalement gorgés et enivrés de ce nectar, parce que leur âme aura été irriguée tout entière par le beau, ceux-là ne peuvent pas rester de simples spectateurs, car il n'y a plus un être qui voit de l'extérieur et de l'extérieur, un autre être qui est vu, l'être qui a la vue perçante couve en lui-même ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion extatique dans l'expérience de la beauté. Je reviendrai sur ce thème de la fusion, c'est pour ça que je commence, comme vous voyez, très en avant par rapport à l'époque contemporaine. Dans la pensée médiévale, qui est très intéressante à étudier, il n'est pas question d'art la plupart du temps, il est énormément question de la beauté, mais lorsqu'il est question de la beauté, c'est par rapport à la beauté de Dieu, et Dieu à travers sa création, et à la beauté du bien, la beauté morale. Mais le commentaire sur l'art et sur l'esthétique est quasiment inexistant, c'est-à-dire qu'on a une esthétique médiévale sans esthétique. En fait, l'expérience esthétique, c'est-à-dire l'expérience de l'art comme expérience esthétique, est apparue de manière assez récente. Elle remonte, à mon avis, pas plus haut que la fin du XVIIe siècle, quand on identifie difficilement, d'ailleurs au départ, un domaine d'expérience qui n'est pas une expérience cognitive, parce que pour la penseur du XVIIe siècle, avoir des idées, c'est avoir une connaissance, quand les idées sont claires, et c'est pas non plus une expérience purement sensorielle, avoir les idées, c'est avoir une sensation, c'est entre les deux. Et à la fin du XVIIe siècle, un certain nombre de penseurs, Leibniz, le père Bourse, commencent à isoler un domaine où à la fois on n'a pas des connaissances, c'est-à-dire que c'est pas très clair ce qu'on perçoit, et en même temps c'est un peu plus qu'une sensation, et c'est l'expérience de l'art. Et ça donnera lieu à une expression qui est tout à fait courante au XVIIe siècle, fin du XVIIe, c'est un je ne sais quoi. L'expérience esthétique, c'est un je ne sais quoi.
C'est une expérience de sentir, mais c'est plus qu'une simple sensation et c'est moins qu'une idée. C'est-à-dire c'est plus que sensoriel et c'est moins que cognitif. Et je remonte là parce qu'en fait, l'âge de l'esthétique dans lequel nous sommes encore, l'âge de l'esthétique commence à la fin du XVIIe siècle et nous mène jusqu'à l'époque contemporaine. Cet âge de l'esthétique, c'est l'âge du spectateur, c'est l'âge du concert, de l'opéra, du musée qui commence à naître, du voyage cultivé, les premiers voyages en Italie, le Grand Tour, et c'est l'âge de la critique d'art. C'est-à-dire que l'esthétique, tout ça pour dire que l'esthétique, c'est nous faire entrer dans un monde de la réception. Je suis, au fil des années, je suis devenu très historien de l'art, ayant fait les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire ayant commencé par l'art contemporain et moderne pour remonter dans le passé. Mais par exemple, à l'époque de la Renaissance, il n'y a pas de considération du spectateur. Dans l'art de la Renaissance, pas de considération du spectateur. Il y a deux avis qui comptent sur l'œuvre d'art. C'est l'avis des collègues, des pairs, des gens du même métier. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art est jugée dans l'atelier par les gens qui font le même métier et qui partagent le même savoir, c'est le point de vue des artisans. Et puis il y a le point de vue du commanditaire, qui n'est pas un spectateur particulier, le commanditaire étant celui qui a passé le contrat, défini les conditions, défini les dimensions, défini le sujet, défini les matériaux, défini la part même que éventuellement l'artiste va prendre par rapport à celle que prendront ses assistants. Mais il n'y a pas de point de vue du spectateur pour l'art du XVe siècle. C'est du point de vue soit des gens de la profession qui savent comment ça se fabrique, soit le point de vue des commanditaires qui voient si c'est ou non conforme à la commande. Le point de vue du spectateur, il arrive pour nous quand nous allons au musée des Offices, quand nous allons au musée des Louvres. Mais c'est un point de vue qui est largement postérieur. On n'est pas encore à la Renaissance, on n'est pas encore dans l'âge de l'esthétique. Donc, en fait, l'âge de l'esthétique, c'est la réception de l'art, de toutes les formes d'art, parce qu'il y a la musique, bien sûr, il y a la peinture, il y a l'opéra, il y a le théâtre, etc. La réception de toutes les formes d'art dans la sensibilité. Alors, l'expérience esthétique, pour nous maintenant, et je m'achemine comme ça lentement vers la question d'aujourd'hui, l'expérience esthétique, nous la connaissons, et néanmoins, quand nous avons à en parler, nous avons du mal. Bon, évidemment, ce qu'on va dire, c'est beau. C'est beau, mais comme vous savez tous que ça veut tout dire et en même temps, ça veut rien dire comme jugement esthétique. En revanche, nous pouvons définir et décrire assez bien ce qui se passe dans une expérience esthétique, quel que soit l'objet qui la cause, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que du grand art dans la vie. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Vous pouvez très bien être ému esthétiquement par une croûte. Ça n'a aucune importance. Ça ne vous empêche pas d'avoir une expérience esthétique. Et une expérience esthétique, je dirais, de qualité. C'est de qualité. Donc, quels sont les traits auxquels on reconnaît une expérience esthétique ? Bon, une perte de contact avec la réalité immédiate. Si on décroche par rapport à la conduite utilitaire, et à la conduite, c'est le moment où le regard décroche, où on devient un peu rêveur. On est transporté dans un autre monde ayant sa propre réalité, que ce soit le monde de la fiction, quand vous lisez un roman, ou que ce soit le monde de l'art, ou que ce soit le monde du cinéma. Quand vous regardez un film, vous êtes transporté dans un autre monde ayant sa propre réalité. Perte des repères utilitaires, gratuité. Souvent, c'est interprété comme désintéressement. Et puis, il y a une certaine tonalité de plaisir. Tonalité de plaisir, ce plaisir étant lui-même assez confus, c'est-à-dire méritant une analyse, parce que dans ce plaisir, il y a beaucoup d'éléments qui sont différents. Alors, une chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il y a plaisir, y compris quand c'est désagréable. Comment se fait-il que vous puissiez voir, par exemple, des photos relativement atroces et en même temps y prendre un plaisir esthétique ? Vous avez à la fois le stimulus désagréable et en même temps quelque chose qui vous donne du plaisir. Plaisir y compris quand c'est étrange ou quand c'est perturbant. Et puis, encore une fois, un plaisir qui est mélangé, dans lequel il y a des dimensions cognitives, il y a des dimensions érotiques, il y a des dimensions conceptuelles, il y a des dimensions ludiques. Je dirais que toutes ces pondérations varient avec
toutes ces pondérations varient avec le type d'œuvre. Quand vous regardez un nu, bien évidemment, vous trouvez que si c'est l'Olympia de Manet, vous trouvez que c'est une grande œuvre moderne, mais en même temps, il ne faut pas se dissimuler qu'il y a une stimulation érotique à voir un nu, et c'est ce que j'appelle, si vous voulez, le caractère confus et surdéterminé de l'expérience de plaisir de l'art. De la même manière, quand vous écoutez un opéra, il y a la beauté musicale et le plaisir musical que vous y prenez, mais en même temps, vous y allez pour pleurer, comme pleurer avec Margot sur les malheurs de la Traviata, parce qu'en fait c'est une belle histoire et qui est émouvante, exactement comme on peut en lire dans un Paris Match ou dans Closer. Bon, et puis il y a un élément dans l'expérience du plaisir esthétique, c'est la communication réelle ou supposée avec autrui. Réelle ou supposée, parce que là encore, il peut y avoir différents, c'était l'allusion que faisait Frédéric Leroy à Kant, il peut y avoir, soit vous pouvez imaginer que dans l'œuvre d'art, il y a une vraie communication avec transmission de messages. Par exemple, quand, je ne sais pas quel exemple prendre, si Delacroix, la liberté, vous pouvez imaginer que tous les républicains se réunissent sur le concept de la liberté et de la libération dans le tableau de Delacroix. Mais quelquefois, c'est une communication qui est beaucoup plus, je dirais, sans contenu. C'est tout simplement une mise en accord des sensibilités, une mise en rythme. Un bon exemple étant d'ailleurs l'assistance à un concert, et je dirais pas forcément un concert de musique classique, mais par exemple un concert de rock ou de pop ou de techno, où vous mettez à vous balancer en même temps et où vous assurez donc une communication avec autrui de la manière la plus primitive et en même temps, je dirais, la plus profonde. On ne s'intéresse pas à ça, c'est dit en passant, à toutes les techniques humaines qui sont très importantes dans la vie, depuis toujours, techniques humaines de mise en accord des rythmes humains, marcher au pas, danser, se synchroniser. Beaucoup d'activités humaines consistent à se synchroniser et c'est très insuffisamment étudié parce que c'est un mode très important de sociabilité, la synchronisation des gens. Voilà, donc ça c'est pour les définitions, je dirais, de l'expérience esthétique. Et je vous ai donné ce texte de Schopenhauer parce qu'il a beaucoup influencé. Je vous montre ce texte de Schopenhauer parce que c'est une assez bonne description. Il faudrait que vous le confrontiez, mais vous l'avez pas, vous l'avez vu, mais vous l'avez plus, avec le texte de Plotin, Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation, paru en 1819, réédité en 1944, en 1959, donc un livre qui a influencé énormément tout le 19e siècle. Et voilà une description du moment esthétique. Lorsqu'on ne considère plus ni le lieu, ni le temps, ni le pourquoi, ni l'aquabon des choses, mais purement et simplement leur nature, lorsqu'on s'y plonge tout entier et que l'on remplit toute sa conscience de la contemplation paisible d'un objet naturel actuellement présent, du moment qu'on s'y abîme, qu'on s'y perd, alors ce qui est ainsi connu, ce n'est plus la chose particulière en tant que particulière, c'est l'idée, c'est la forme éternelle, l'objectivité immédiate de la volonté. Bon, là derrière, il y a toute la philosophie de Schopenhauer, mais il y a cette idée de s'abîmer, se perdre dans l'objet, ne plus considérer ni le lieu, ni le temps, ni le pourquoi, ni l'aquabon des choses, etc., etc. C'est une assez bonne définition de l'expérience esthétique, et c'est je dirais une définition qui correspond d'ailleurs mieux, à l'époque c'était d'ailleurs l'idée de Schopenhauer, qui correspond probablement mieux à l'expérience de la musique qu'à l'expérience des arts visuels, où, je dirais, le fait de se perdre et de s'abîmer dans l'objet est quand même un peu plus difficile. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les changements? Qu'est-ce que je décris quand je parle de l'art à l'état gazeux? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde contemporain? Je vais vous en parler un peu pour ensuite vous montrer comment, en fait, une grande partie des éléments de ces expériences se retrouvent aujourd'hui vaporisés dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'idée de l'art à l'état, de mon livre sur l'art à l'état gazeux, c'est l'idée que dans le monde de l'art, dans le monde du musée, le monde du centre d'art, le monde de la biennale, les objets d'art se sont vaporisés et transformés en expériences. Ça, c'est un des premiers mouvements. Et deuxièmement, bien corrélativement, cette vapeur, elle a tendance à s'échapper, en quelque sorte, et à se vaporiser en dehors du monde de l'art,
partout. D'où le titre de mon intervention ce soir, d'où le titre de livre qui va suivre, c'est-à-dire La beauté partout, ou Beauty Unlimited, je ne sais pas comment ça s'appellera. C'est-à-dire c'est comment en fait la vapeur esthétique échappe au monde de l'art et se répand un petit peu partout. C'est une métaphore, mais en même temps, j'espère que c'est une métaphore qui a quelques justifications. Alors, quels sont les changements contemporains alors, je parle à un public, les changements contemporains dans l'expérience esthétique. Je parle à un public qui est jeune, donc vous n'avez probablement pas connu, sauf si vous fréquentez par exemple assidûment le musée d'art de Nantes, vous n'avez pas forcément connu le monde ancien de l'art, un monde ancien qui n'a pas plus de 20 ans, entre parenthèses, et votre expérience de l'art, si vous en avez une, correspond plutôt à l'expérience esthétique contemporaine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le monde de l'art aujourd'hui? On y trouve ce qu'on appelle des installations. On n'y trouve plus de peinture, quasiment plus de peinture. Quand on y trouve des peintures, elles sont présentées comme une sorte de vestige, comme une sorte d'espèce en danger, vous savez, dans le cadre des atteintes à la biodiversité. On trouve même de moins en moins de photos. Il y a 10 ans, on trouvait énormément de photos. Maintenant, on y trouve de moins en moins de photos. Ce qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle des installations, c'est-à-dire des dispositifs fabriqués d'objets de toutes sortes, avec des éléments, souvent des éléments technologiques, informatiques, virtuels, et qui produisent des effets qui sont des effets perceptifs, environnementaux ou, je dirais, d'ambiance. Ces installations sont très souvent interactives, elles sont déplaçables, elles sont remontables, il n'y a pas d'objet unique, c'est plutôt le concept de l'installation. Je vais vous donner quelques images, vous ne faites pas de soucis, c'est le concept de l'installation qui compte. Elles sont technologiques, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'ordinateurs, de vidéos, de sons, de dispositifs de mixage, de dispositifs de réinjection, de dispositifs de capteurs aussi qui permettent de réinjecter la présence du spectateur dans l'œuvre comme facteur, comme paramètre qui la modifie. Il y a des liens avec la musique et notamment avec la musique techno. Un des changements importants des 20 dernières années, c'est qu'on est passé de salles d'exposition qui étaient des cubes blancs absolument immaculés et d'une netteté parfaite, dans lesquels on pouvait mettre des objets sur lesquels il fallait se concentrer, à plutôt une atmosphère de boîte de nuit, de boîte noire, dans lesquelles on entend des sons, on voit des vidéos et on voit des phénomènes lumineux. Et puis, bien sûr, un élément assez intéressant de cette expérience esthétique, c'est qu'elle apparaît de plus en plus dans un monde tribalisé, c'est-à-dire un monde où il y a un certain nombre de groupes d'aficionados qui viennent y participer, notamment au moment des vernissages. Alors, je donne quelques exemples qui font partie de ma documentation personnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'installation. Ça, c'est une installation, c'était il y a moins d'une quinzaine d'années, d'Alain Séchasse, qui était présent à la Biennale de l'Estuaire, d'ailleurs, avec un gros minet, là, je crois, si je me souviens bien, à la Biennale de l'Estuaire, en 2007. Alain Séchasse, c'est des fleurs carnivores. Elles ont un petit dispositif, c'était encore rudimentaire à l'époque, et puis Séchasse n'est pas un grand technologue. Elles s'ouvrent et elles se ferment régulièrement pour faire entendre un bruit cannibale. Séchasse a au départ une formation, on y reviendra, une formation de designer et de publicitaire. Alors ça, c'est une installation que j'aime beaucoup. La diapositive, vous comprendrez tous ce que ça veut dire. Jason Rhodes, il est mort malheureusement, Jason Rhodes, il y a 3-4 ans. C'est un Anglais, mais il est mort en Californie. C'est une installation que j'ai vue. Bon, malheureusement, la profondeur est d'une 12aine de mètres. Profondeur, et la largeur, ça devait bien être 4 mètres, donc la diapo ne rend pas du tout compte de la profondeur, mais c'était un foutoir, c'était à peu près comme le système financier actuel, c'était un foutoir absolument inénarrable, le théâtre qui est dans ma queue, de 1996, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans ces fantasmes, dans ces organes, dans tout ça. Ça, vraiment, c'est une installation. Alors, avec aussi l'idée, que j'insiste sur le fait que ce genre d'installation, elle est conservable, mais pratiquement inconservable, parce que d'abord, elle est très grande, il faut absolument que on ne peut pas la ranger, il faut en quelque sorte la mettre sous verre, elle est non réarrangeable, et
c'est une sorte de concept, si vous voulez, qu'installe l'artiste, et puis ensuite, si jamais elle est montrée une seconde fois, il faudra toute la réinstaller, en donner une nouvelle version, et et la redimensionner littéralement. Ça, c'est des images qui ne rendent pas compte, mais simplement ça vous fera penser à des choses. Vous n'avez qu'à aller voir sur YouTube, des choses comme ça, vous verrez des choses comme ça. C'est Bill Viola, qui est un vidéaste américain, qui en général montre d'énormes installations avec des écrans vidéo sur lesquels on voit, dans le cas de Messenger de 1997, il y a une dizaine d'années, des personnages qui sortent de l'eau, émergent de l'eau, etc. Actuellement, on redonne à Paris, à l'Opéra de Paris, Tristan et Isolde avec des vidéos de Bill Viola. C'est absolument épouvantable, dans la mesure où les vidéos ont une telle présence que, comme l'écrivait la critique du Monde, Tristan et Isolde devient les sous-titres de la vidéo de Bill Viola. Et si vous voulez écouter l'opéra, vous êtes obligé de fermer les yeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, la vidéo s'use visuellement, et vous pouvez voir l'opéra sans voir la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la force visuelle, au début, la force visuelle de la vidéo tue complètement l'opéra, et au bout d'un acte, vous faites même plus attention à la vidéo. Idem, ça c'est encore des grandes vidéos, avec c'est comme votre jet d'eau là, hein, quand le courant se coupe, c'est des vidéos de Bill Viola. Ça, c'est une vidéo d'une artiste que j'aime, d'une installation. Alors là, c'est vraiment le gazeux, quasiment à l'état pur, puisque c'est uniquement une installation lumineuse de Anne-Veronica Janssens. C'est une ambiance dans laquelle vous rentrez. Et puis, pour ceux qui ont vu la Biennale de l'Estuaire en 2007, il y avait à Saint-Nazaire, dans les blocos, dans le hangar sous-marin, il y avait une installation avec des rayons laser et des sons qui étaient du gaz. En plus, c'était humide avec du gazeux à l'état pur et qui ressemblait un petit peu à Anne-Veronica Janssens. Quand je l'ai visité, il y avait moi et un pigeon qui était passablement désorienté. Mais expérience d'ambiance, si vous voulez. C'est pas le genre de choses que vous pouvez pas le photographier. Ça, c'est pour vous dire que c'est déjà une Veronica Janssens. Mais ça, c'est une installation de Kusama, grande installation avec des lucioles, c'est au-dessus de l'eau. Hein. Quand je parle de boîte noire, de disparition de l'objet, c'est ce que j'ai en tête. Alors, je passe maintenant. Brutalement, j'abandonne le domaine de l'art contemporain parce que je ne suis pas venu pour vous parler de l'art contemporain seulement ce soir, mais qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la vie ? Bien, dans le domaine de la vie, on assiste à un certain nombre de phénomènes, c'est ceux que j'appelle l'esthétisation de la vie, ou en quelque sorte la vapeur esthétique qui se répand. Alors, j'en donne quelques éléments. L'art et la publicité qui s'échangent. Je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire que l'art passe dans la publicité et la publicité passe dans l'art. La mode du glamour, la mode tout court, le fashion, le rôle des modèles. Hein. L'énorme engouement et l'énorme développement du design, à toutes les sortes de design urbain, design de mobilier intérieur, design urbain, design environnemental, le nouveau paysagisme, la repaysagisation des territoires aussi, y compris sur des très grandes échelles, le traitement des zones qui ont été endommagées, par exemple des sites industriels endommagés. Je ne parle pas de la réhabilitation des friches, mais de reconditionnement des zones polluées, avec par exemple de certaines mines. Je ne sais plus où je lisais récemment un article sur le reconditionnement des mines d'or et des déchets des mines d'or pour restructurer le paysage. C'est ce que j'appelle le design environnemental. Un élément important qui n'est pas dans cette diapositive, c'est le design sonore, le design des espaces en termes de son. La production, design sonore des gares, design sonore des supermarchés, design sonore des espaces commerciaux, design sonore de la ville, de manière générale, l'esthétisation des corps, esthétisation corporelle, puis bodybuilding, body enhancement, chirurgie esthétique, etc., etc. L'esthétisation de la cuisine. Bon, là, il suffit que vous alliez dans un restaurant, partout maintenant, tout le monde se prend plus ou moins pour faire un Adria.
Vous avez peut-être entendu parler de ce cuisinier, le plus grand cuisinier du monde, El Bulli, vers Rosas. Menu unique de 40 tapas psychédéliques, si on peut dire, avec saveur, production évanescente, enfin rien à manger, mais tout à goûter. Hein. Ferran Adrià en 2007, Ferran Adrià avait été désigné comme un des représentants de l'Espagne à la Documentad Kassel. Documentad Kassel a lieu tous les 5 ans, et c'est une des grandes manifestations sur l'état actuel de l'art contemporain. Eh bien, en 2007, un des représentants de l'Espagne à la Documentad Kassel était Ferran Adrià. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'il montrait? Ben, il ne montrait rien parce qu'il n'y était pas. Mais c'est bien là ce que j'appelle l'art comme expérience, c'est-à-dire que en même temps que vous preniez votre ticket, c'était une sorte de bon pour un tirage au sort, et donc on tirait chaque jour au sort 2 visiteurs de la Documenta qui étaient ensuite invités à prendre un hélicoptère pour aller jusqu'à Karlsruhe, et puis ensuite un avion pour aller jusqu'à Barcelone, et puis ensuite un taxi pour aller jusqu'à Rosas, et puis ils avaient un dîner chez Ferran Adrià, et le lendemain on les ramenait à la Documentad Kassel. J'ai pas eu cette chance, hélas, mais c'était ça l'expérience esthétique de la participation de Ferran Adrià à la Documentad Kassel. Quand je disais que presque n'importe quel restaurant aujourd'hui fait de l'esthétique, vous savez, tous les jets de sauce, là, les sortes de dripping à la Pollock qui zèbrent vos assiettes, quelquefois c'est plus ou moins heureux, et il paraît qu'on a tendance à recruter des jeunes apprentis cuisiniers aussi sur leur capacité à jeter la sauce. Je suppose que, et pas seulement à la gâter, mais je suppose que ça doit être. Il faut que j'aille vérifier ça, comment ça se passe dans les écoles hôtelières, parce que je suis absolument sûr qu'il doit y avoir des cours d'esthétique. Et puis, bon, bien sûr, tout ce qui est le luxe, la vogue du luxe, et finalement, c'est un point sur lequel Frédéric Laloy a parlé un peu, sur les beaux sentiments, hein, je veux dire, l'esthétisation de la vie, le fait qu'il faut avoir des beaux sentiments. Si vous coupez votre voisin en morceaux, mais que vous vous présentez bien à la cour d'assises, que vous vous reconnaissez coupable, que vous demandez pardon et que vous êtes bien habillé, ça arrangera très largement votre sort. Hein. Il faut que les beaux sentiments, il faut être clean, il faut être propre, il faut être plutôt joli garçon. Il vaut mieux être les beaux sentiments que d'être le criminel inflexible et qui est irrepenti. Voilà, ça c'est des éléments de ce qu'il appelle l'esthétisation de la vie. Alors, je donne quelques illustrations de tout ça. Sur les va-et-vient entre art et publicité, ça c'était une affiche de Barbara Kruger dans les années 80, qui était à l'époque une artiste tout à fait engagée. Donc vous voyez bien ça, quand j'entends le mot culture, je sors mon carnet de chèques. Bon, c'est toujours vrai. Hein. Alors là, j'ai mal cadré ma diapositive, puisque en haut, la bandeau, c'est Your Body is a Battleground. Hein, c'était une affiche féministe. Voilà ce qu'elle donnait quand elle était au milieu des autres affiches. Ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui, ce phénomène, si vous voulez, de l'art, qui, quand il est dans un espace non protégé, c'est-à-dire non protégé par les appellations art, devient quasiment indiscernable de ce qui n'est pas de l'art et ce qui fait partie du paysage de la vie quotidienne. Là, vous voyez des affiches de Your Body is a Battleground de Barbara Kruger au milieu sur un panneau de rue. Ça, c'était une installation d'un artiste politique engagé qui était Alfredo Yar, qui était au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Donc vous voyez que c'était Martin Luther King et c'était l'époque de la fin de la ségrégation. Mais ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'était le côté extrêmement fashion et chic du dispositif. Et bien, c'est le genre de choses qu'on retrouve dans une boutique, dans les boutiques Prada, hein, ou si vous allez chez Armani, vous avez des bandes vidéo qui sont strictement de même même genre de choses que vous avez dans une installation d'artistes engagés. Ça, c'est une boutique Prada de Herzog et de Meuron à Tokyo.
Ça, c'était une installation engagée d'Alfredo Yar. Alors ça, c'est quoi? Est-ce une œuvre d'art ou est-ce non? C'est un étalage au premier étage chez Colette à Paris. Je suis pas, j'ai pas à me défendre, mais ça se voit. Tout de même, je fréquente pas énormément les magasins Armani, mais dans les magasins Armani, l'accrochage des vêtements est changé toutes les demi-journées. Il y a un accrochage esthétique des objets et c'est renouvelé toutes les demi-journées comme espace esthétique. C'est-à-dire que la boutique devient est strictement comme un musée. Ça, c'était pour le rapprochement. Ça a été exposé, j'ai plus le nom de l'artiste japonais, mais c'est le genre de chose qui a été exposé à la Fondation Cartier il n'y a pas très longtemps. Vous voyez bien que c'est à peu près le même centre de décor qu'à l'arrière-plan de chez Colette. Alors, un exemple d'échange entre art et publicité qui est passionnant, là, et qui en dit long sur l'esthétisation de la vie, justement. C'est une artiste pour qui j'ai beaucoup d'estime, et au départ et maintenant, mais dont l'évolution est intéressante, c'est Nan Goldin. Peut-être avez-vous entendu parler de Nan Goldin? Nan Goldin, c'est une artiste américaine qui a commencé dans les années 90 par mener une vie de dérive, avec des drogués, des travestis et des queers. Je ne sais pas si elle était lesbienne, queer ou hétérosexuelle, peut-être tout à la fois d'ailleurs. Donc vous voyez l'image de gauche, c'est les photos qu'elle faisait en 1990. Elle a fait un recueil qui est très intéressant, qui s'appelle The Ballad of Sexual Dependency, la balade de la dépendance sexuelle, dans lequel elle avait photographié sa vie pendant 6 mois avec tout ce qui lui était arrivé dans les motels, y compris quand elle s'était fait démolir le portrait par son boyfriend, etc. 1990, la balade de la dépendance sexuelle. Elle est à la galerie Lambert, à Paris, à New York, et c'est vraiment un très très bon artiste. Qu'est-ce que je vois en 2003 ? J'ai l'œil attiré par une campagne sur les espaces Decaux de Paris, une campagne de revalorisation de l'image du francilien, du transilien, je ne sais pas si c'est francilien ou transilien, donc le RER, le RER A, B, C, D, E, vous voyez dans quel état il est, revalorisation et que je trouvais une qualité intéressante de ces images. Alors, je vous les montre. C'était chaque fois des scénettes commentées de ce qui se passe dans le métro. Ça, j'ai photographié ça quasiment en bas de chez moi. Il y avait un plaisantin qui avait mis là, et la révolution dans tout ça, et la casse sociale dans tout ça. Mais c'est une jeune femme qui est dans le RER et qui réfléchit qu'elle y passe par la tête toute sa vie, quoi, en quelque sorte. Prendre rendez-vous avec la prof de géo, inviter Rachel dimanche, prendre Philippe, je suppose que c'est son novio, entre 4 yeux, etc., faire un break 1 an, 6 mois, 1 an, plus, etc. Voilà, rendre les bouquins à la Bibli, voilà le vu sous un autre angle. Et en fait, cette campagne de publicité, j'ai cherché aussitôt qui l'avait faite, c'était Nan Goldin. C'est que Nan Goldin avait été chargée de l'esthétisation, et donc du changement d'image, du redesign de l'image des chemins de fer de banlieue de l'Île-de-France. Et il y avait 6 posters comme ça, une bande de jeunes, une vieille maman et sa fille, cette jeune femme, etc. Et c'était chaque fois, disons, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il voyage dans le métro, qui est évidemment clean, où on peut penser à ses affaires, et où on n'a peur de personne, et qui n'est jamais en retard. Voilà. Alors, notre exemple d'esthétisation, ça c'est des Barbara Kruger. Barbara Kruger, janvier 2006, c'était les soldes chez Selfridges. Buy me, I'll change your life. Évidemment, c'est toujours critique dans l'esprit de Barbara Kruger. Moi, je veux bien, mais n'empêche que c'était la déco du magasin Selfridges pour les soldes de 2006. Autrement dit, la récupération complète de l'art critique. Ça, on peut en parler, si vous voulez, au niveau des questions. Et en même temps, participation très volontiers de l'artiste à une campagne qui est rien de plus qu'une campagne
une campagne publicitaire. Donc là, vraiment, un apport esthétique standard à la vie quotidienne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce mouvement d'esthétisation, eh bien, les valeurs qui sont principales, c'est le glamour, le design et la beauté diffuse. Alors, je m'étais amusé, c'était pour les 50 ans du journal Elle. J'avais pris le numéro, puis j'avais photographié justement, puisque c'est intéressant au premier degré, si vous voulez. J'ai pris n'importe quel journal. Vous me direz, c'est Elle, c'est pas n'importe lequel, mais c'est en même temps, j'aurais pu en prendre un autre. Hein. J'avais pris n'importe quel numéro et je photographie les pages. Et une série de pages, les codes du glamour. Alors, ça c'est sur la beauté corporelle, je passe. Toujours la beauté corporelle, la disparition de l'âge. Bon, ça c'était pas dans Elle, c'était une déco. J'ai mal placé ma diapo. Je me demande toujours d'ailleurs à quoi sert ce truc. Parce que c'est pas un motoculteur, j'en ai un, je sais ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Ça en revanche, c'était dans Elle. Hein, ça pourrait être un Wim Delvoye, hein, un artiste belge, c'est de l'humour belge un peu d'ailleurs. Vous voyez, même la campagne devient design, je crois que c'est plus ou moins ce que ça dit. Hein, la campagne n'a jamais été aussi déco, vous voyez. Mais ça pourrait être une œuvre de Wim Delvoye. Ça, c'était sur l'esthétisation de la cuisine, hein, le tour du monde de la beauté. Vous voyez, un tour du monde de la cuisine, ça devenait un tour du monde de la beauté. Je n'invente rien. Et alors, là, vous aviez, lisez là, entrelacs de textures craquantes et onctueuses, ces sucreries miniatures, faciles à exécuter, sont dignes d'un vrai travail d'orfèvre. Alors, je sais que Brillat-Savarin aurait dit-on, que la sculpture est un art majeur dont une branche mineure est la pâtisserie. Mais j'ai cherché dans la physiologie du goût et j'ai retrouvé qu'un truc assez approximatif. Donc j'ai peur que ce soit une enjolivure d'un commentateur. Mais la pâtisserie comme œuvre de sculpture et œuvre d'art, voilà. Bon, bien évidemment, alors ce qui m'intéresse dans ces images de dames en salopette et un peu pas très habillées, c'est que c'est la notion de beauté libre. C'est-à-dire la beauté est utilisée, je veux dire, sans aucune fonctionnalité. Hein. La beauté adhérente, c'est celle qui est liée à une finalité, dit Kant. Là, la beauté libre étant utilisée pour elle-même, pour strictement comme pour la valeur esthétique, à finalité d'hédonisation, bien évidemment. Bon, ça c'est sur le body enhancement. J'aurais pu vous en montrer énormément d'autres parce que j'ai fait des études sur la chirurgie esthétique et c'est assez intéressant, y compris comme anatomie de la laideur. Alors, maintenant je reviens un petit peu, je vous ai montré le paysage. Hein. Encore une fois, vous pouvez, comme je vous ai dit, c'est un peu la même chose que dans l'art à l'état gazeux où je n'avais mis aucune reproduction en partant du principe que n'importe qui n'avait qu'à projeter son expérience la plus récente de l'art contemporain pour voir que c'était exactement ça. Quelles sont les caractéristiques de l'expérience esthétique contemporaine, je dirais aussi bien dans l'art que dans la vie courante. Donc, c'est l'expérience, ce que j'appelle ambientale. Parce que environnemental, aujourd'hui, le terme environnement est tellement chargé d'écologie que je ne voudrais pas prêter au malentendu. C'est une expérience d'un enveloppement ambiental. C'est une expérience globale, de tous les sens. Hein. C'est une expérience qui, évidemment, compte tenu du fait qu'elle est ambientale, elle est diffuse. Elle est diffuse parce que on ne sait pas bien, si vous voulez, comment elle se localise. Dans un design sonore, le design sonore d'un espace est diffus. Il n'est pas diffus pour le designer sonore, il sait très bien, lui, ce qu'il a fait. Mais vous, en tant que spectateur, vous sentez quelque chose de diffus. Alors, en même temps, étant donné qu'il y a une sorte de banalisation de ces stimuli esthétiques, puisqu'il y en a beaucoup partout, on va faire appel au choc et à la répétition. C'est-à-dire on va répéter le message et en même temps on va essayer de capter l'attention, de l'arrêter par un choc qui soit plus ou moins fondé affectivement, émotivement, qui vous retienne. Hein. Cette expérience esthétique, elle est faite de manière inattentive et distraite. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle n'est pas faite pour que vous la regardiez avec attention. Vous n'entrez pas dans une gare pour écouter le design sonore.
J'ai organisé récemment une table ronde sur le design sonore. Oui, là, en discutant, ce que nous passaient les conférenciers, c'était des objets à écouter. Mais dans la pratique, lorsque par exemple on fait un design sonore pour la RATP de manière à accompagner l'entrée de la rame en gare et avertir aussi les gens sonorement, mais sans message sémantique identifiable, avertir aussi les gens qu'il y a une petite marge entre le quai et la voiture, on compte sur rendre les gens attentifs à quelque chose auquel ils ne sont pas attentifs et que de toute manière, normalement, ils ne pourront pas dire qu'ils l'ont perçu. Ils l'auront juste ressenti au point de le traduire dans leur comportement. Donc une perception qui est inattentive et distraite. La fonction, elle est hédoniste et décorative. Fonction hédoniste et décorative. Alors un exemple qui était apparu dans cette table ronde sur le design sonore, c'était les sonneries d'urgence par exemple. C'est vrai qu'une sonnerie d'urgence, une sonnerie d'alerte, il faut à la fois qu'elle soit repérée comme une sonnerie d'alerte, mais il ne faut pas qu'elle vous terrorise au point que soit vous débranchiez l'appareil, soit vous perdiez absolument toute réaction sensible. Si pendant que je parle là, le signal d'évacuation d'un anti-incendie se déclenchait, j'espère qu'il est conçu de telle manière qu'il ne va pas déclencher une panique qui fera qu'il y aura 3 morts à la sortie de cet amphithéâtre, comme quand quelqu'un crie au feu, et en même temps qu'il ne sera pas suffisamment cool pour que vous restiez tranquillement en attendant que ça se passe. Vous voyez, et ça, c'est des problèmes de design sonore, et il faut que ça soit hédoniste et décoratif. Bon, bien évidemment, ça c'est un point sur lequel il faut insister encore et encore, parce que de temps en temps, il faut revenir à la réalité. Cette expérience, elle est fortement dépendante des médias technologiques, c'est-à-dire des capacités que nous avons à faire des synthèses de sons, faire des synthèses d'images, avoir des capteurs, réinjecter des choses, faire intervenir des captations Internet en direct. Elle est foncièrement reproductible et répétable. La plupart du temps, elle est même en boucle. Et elle est à base de production industrielle, c'est-à-dire il faut que le process soit industrialisable et qu'on puisse reproduire ça en beaucoup d'endroits très longtemps avec une maintenance minimale, etc. Et je pense que toutes ces caractéristiques nous obligent, c'est ce que j'ai mis en rouge en bas, à repenser à la fois l'art et l'esthétique. Alors ce que je voudrais ajouter maintenant, c'est quelles sont les choses qui vont de pair avec cette modification de l'expérience esthétique et cette coloration esthétique du monde en général. Ça va de pair, je crois, aujourd'hui avec des doutes sur le sujet, sur l'individu, sur qui nous sommes, un sujet qui est assez incertain de lui-même, mais qui tend à se dissoudre dans ses environnements, qui tend à se perdre dans ces environnements, et y compris d'ailleurs à s'y perdre avec beaucoup de plaisir, en s'y dissolvant avec beaucoup de plaisir. À cet égard, d'ailleurs, j'ai un grand intérêt, enfin c'est une chose curieuse d'ailleurs, mais vous pourrez peut-être me poser des questions, mais j'indique le fil conducteur. Les gens qui ont le mieux réagi, et le plus vite réagi à l'art à l'état gazeux, c'est pas les artistes visuels, parce qu'ils étaient choqués quand on dit qu'ils étaient gazeux, mais c'est les gens de la musique techno qui sont venus me voir en me disant mais le vrai gazeux c'est nous, et qui m'ont invité à des tas de choses intéressantes, et y compris c'est quand même le monde à l'envers pour moi, y compris qui m'ont invité en 2007 à faire un colloque au milieu d'une rave party. Et à recommencer cette année avec un colloque, c'était plus au milieu de la rave, c'était avant, un sur le design sonore et un autre sur l'hédonisme. Je veux dire, c'est quand même étonnant que dans ce milieu-là, il y ait cet intérêt parce que la musique techno, on pourra en parler, elle a aussi une dimension de recherche assez intéressante. Donc, doute sur le sujet, plus certain de lui-même, baigné dans des environnements, se dissolvant souvent, cherchant à se dissoudre quelquefois aussi dans ces environnements. Des environnements et des ambiances, ça j'en ai parlé, des installations, mais beaucoup de sons et de lumière, beaucoup de design sonore et lumineux. Nous vivons dans un monde de plus en plus sonore et lumineux. Beaucoup de design, rôle des architectures aussi, le rôle des architectures, très important.
une redécouverte sur l'expérience de l'architecture, et puis des expériences sensorielles qui sont souvent extrêmement brutes, des expériences de saturation lumineuse, de saturation sonore, de rythme dont il est impossible de se défaire, etc. Le rôle de ces expériences sensorielles est à mon avis intéressant. Alors, là, je vous parle de choses que vous connaissez sûrement mieux que moi, mais il y a une chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est comme illustration de ces nouvelles évolutions, c'est ce qu'on appelle le marketing expérientiel. Je suppose que vous apprenez ça tous les jours. Je vous donne les définitions, les fondateurs de cette notion. État subjectif de conscience accompagné d'une variété de significations symboliques, de réponses hédonistes et de critères esthétiques. Bon, je vous ai parlé de quoi d'autre, une autre définition par un spécialiste français, déclinaison du marketing qui vise à procurer au consommateur les éléments lui permettant de se construire une expérience hédonique associée à la marque et aux produits ou services qu'elle propose. Cette expérience hédonique pourra être anticipée, vécue et remémorée par le consommateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Je veux dire, le marketing expérientiel, en fait, résume un petit peu tout ce que je vous ai expliqué. Sollicitation des sens du consommateur pour le séduire en accroissant son bien-être. Vue, toucher et goût depuis longtemps partie intégrante et traditionnelle du marketing produit, mais on exploite odeur et son, bruit de la portière, design sonore. Si vous achetez un tube de rouge à lèvres, c'est jamais qu'un tube de rouge à lèvres, mais l'expérience qui vous est vendue dans le tube de rouge à lèvres, c'est l'expérience d'un certain luxe, c'est l'expérience de la séduction, et puis c'est aussi l'expérience du bruit. Et le bruit de l'ouverture et de la fermeture des tubes de rouge à lèvres est extrêmement étudié, justement, parce que si vous oubliez votre tube de rouge à lèvres et puis qui grince comme un vieux matelas, un vieux sommier, il y aurait quelque chose qui irait pas. Je veux dire, il faut que l'expérience totale soit positive. Je vous ai mis le reste de la salade, avec l'idée, bien sûr, que le consommateur passe plus de temps et dépense plus d'argent dans un lieu où il se sent bien, stimulé par une musique, une odeur ou une ambiance générale et agréable. Alors ça donne toute la nouvelle tendance des boutiques, des boutiques, et pas seulement des boutiques de luxe, puisque la prochaine diapositive, alors j'espère que ça peut se lire, je l'ai repiqué sur le site de Chantel, c'est les boutiques Chantel, les boutiques de lingerie, bien sûr, les boutiques de lingerie, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que, je m'approche pour le dire, c'est que au cœur de ce concept, voilà, c'est ça, c'est au cœur de ce concept, beauty room, dans un esprit, donc c'est trop loin pour moi pour que je puisse lire, au cœur de ce concept, de beauty room, une grande cabine de 4 mètres carrés, conçue dans un esprit boudoir moderne, une expérience inédite et l'occasion de prendre soin de son corps et de son esprit. Or, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a eu, il y a quelques années, au Palais de Tokyo, quelques années, je crois que ça devait être en 2005-2006, il y avait une artiste espagnole, Ana Laura Alaes, ça c'est une œuvre postérieure, Ana Laura Alaes, qui avait fait une exposition au Palais de Tokyo qui était juste simplement, beauty parlor. C'était un cabinet d'esthétique qu'elle avait. C'était un cabinet d'esthétique qu'elle avait installé dans le Palais de Tokyo. Et ça, alors là, pour moi, ça avait été, je pense que ça avait d'ailleurs beaucoup compté dans la maturation de l'art à l'état gazeux, c'est-à-dire que vous aviez le cabinet d'esthétique qui devenait une œuvre d'art, et en même temps, à l'extérieur, le cabinet esthétique tendait à se transformer en lieu hédonique et lieu esthétique aussi. Donc, Ana Laura Alaes, et encore une fois, le concept c'est une expérience Chantel, c'est pas moi qui l'appelle expérience Chantel, c'est comme ça que ça s'appelle sur le site. Le concept des boutiques Chantel, c'est le concept d'une expérience. Et je crois que dans le marketing expérientiel, vous avez exactement cette esthétisation de la vie quotidienne à l'état pur. Alors, ce qui est recherché dans cette expérience, c'est une attitude diffuse. On va revenir en fait à Schopenhauer, le diffus, l'enveloppant, le flottant, l'inattention, l'ouverture aux marges, une certaine incertitude, plus de sens que d'intellect,
mobilité et fluctuation, et un monde qui n'est plus composé d'objets, mais qui est composé d'expériences, un monde qui est de l'ordre de l'ambiance. Bon, le terme d'environnement, c'est un terme philosophique qui est pas très ancien, mais qui n'est pas non plus très récent, qui date de la fin des années 20, Umwelt, quand les gens se sont mis à parler d'environnement, d'Umwelt, de monde autour. Les premiers étaient plutôt des psychologues des animaux, qui s'occupaient de l'environnement des conduites animales. Eh bien, d'une certaine manière, je ne dis pas qu'on revient à l'animalité, mais simplement on redécouvre ces dimensions, je dirais, non objectives et non conceptuelles de l'expérience à travers le diffus, l'enveloppant, le flottant, l'inattention, le sensoriel, le fluctuant, etc. Alors, ça a à voir avec pas mal de traits de la personnalité de notre époque. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est des comportements perceptifs qui sont tout à fait et sociaux qui sont intéressants. Regardez en passant le scanning, regardez distraitement et sauter, le zapping ou le shuffling. Pensez quand même à l'écoute musique aléatoire, le shuffle. Le présentisme actuel, vivre dans le présent, dans l'expérience du présent, comme si le passé était vraiment dans les ténèbres au-delà de 3 ans. Les relations flexibles, l'expression no strings attached, les relations flexibles. Ce qu'on appelle les communautés porte-manteaux, les PEG communities. Les communautés porte-manteaux, c'est les communautés qui se forment à un certain moment. Les gens s'accrochent un peu comme ils accrochent des vêtements à un porte-manteau, puis après, ils se décrochent et ils vont ailleurs. Communauté porte-manteau, des communautés momentanées, au moment du tsunami, au moment du téléthon, au moment de ça s'appelle qu'on appelle des communautés porte-manteau. Et puis les émotions qui passent en vagues, qui vont, qui viennent, les moments d'indignation, puis après on oublie. Il y a Outreau, puis après on oublie. Et puis après on passe au suivant, Marina Petrella, puis on oublie. Puis ces émotions qui passent, qui flottent et puis qui disparaissent. C'est ce que j'appelle l'époque du léger. Alors, je vais quasiment m'arrêter là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'art aujourd'hui, on a l'art, d'une certaine manière, essaye de récupérer aussi son décalage, et que l'art suit le mouvement, dans un certain sens, pas toujours d'ailleurs. Donc la production industrielle des biens esthétiques de consommation courante, je crois que c'est un des phénomènes les plus intéressants, notamment à travers l'industrie du luxe, production industrielle des biens esthétiques de consommation courante. Bon, l'art jetable, l'art relationnel, puisque une fois que la relation a été établie et qu'elle a disparu, c'est fini. L'art événement, genre les biennales, quelque chose existe puis ça disparaît. Bon, l'art pour rire, l'art comme dérision, l'art comme publicité. Bon, je lui donnais quelques noms d'artistes français, mais ça n'a pas d'importance là. L'art comme business aussi. C'est très curieux de voir. Frédéric Leroy parlait de Jérôme Kerviel, mais c'est très curieux de voir qu'il y a aujourd'hui toute une branche du travail artistique. C'était net, par exemple, à la Biennale de Rennes, en juin dernier, puisque c'était une biennale qui était sponsorisée intégralement par une entreprise d'agroalimentaire. C'est très intéressant de voir que le thème de cette biennale, et les artistes avaient tous marché bien au pas du thème, c'était l'entreprise et le business comme art. Avec soit une dimension critique, soit pas de dimension critique, mais vous avez aujourd'hui un certain nombre d'artistes qui créent des entreprises fictives, ou plus ou moins fictives, et c'est un geste artistique. Vous avez des artistes qui font de la science, et c'est considéré comme de l'art. Vous avez des artistes qui font de la sociologie, et qui vous disent que c'est de l'art. C'est pas du tout l'art comme sociologie. C'est pas la même chose, c'est que c'est l'objet sociologique, et l'objet sociologique devient une œuvre d'art. Il y a un Mexicain espagnol, Rogelio López Cuenca, je crois, qui fait des conférences fabuleuses de sociologie sur le monde de l'art. Et en fait, il présente ça comme des œuvres d'art. Il est invité comme artiste. Et en même temps, c'est de la très bonne sociologie. Moi, j'ai entendu de lui une très, très intéressante conférence illustrée sur la picascisation de Malaga et la malagüenisation de Picasso.
Parce que, comme vous savez, Malaga, c'est un endroit où il y a des émirs, des oligarques russes, des trafiquants, des promoteurs, du béton. Et dans le cadre de la politique culturelle, ils ont décidé, ils se sont souvenus que Picasso était né là. Mais comme il est parti à 8 ans, il fallait quand même le malagoïniser, comme on dit, ce pauvre Picasso, parce qu'il n'a pas fait grand-chose en termes d'art. Donc ils ont fait un musée Picasso, ils ont trouvé un héritier qui leur a filé un certain nombre de pièces, et donc ils ont entrepris de picassiser Malaga et de malagoïniser Picasso. Alors ils ont picassisé Malagua en mettant des plaques partout, du genre ici Picasso allait à l'école, et contre ce mur Picasso pissait, etc. Et puis ils ont malagoïnisé Picasso en disant qu'effectivement tout son génie naissant avait eu comme premier théâtre de manifestation Malaga. Et c'était Rogelio López Cuenca faisait cette conférence qui était de la très bonne sociologie du tourisme culturel à titre d'œuvre d'art, et Rogelio López Cuenca est un artiste. De la même manière, il fait des conférences assez intéressantes sur les identités culturelles des pays à travers les cartes postales. C'est de la très bonne sociologie, et en même temps, il s'est présenté comme de l'art. Donc on a aujourd'hui cette sorte d'incertitude sur les frontières qui donne naissance à des formes d'art qui entrent dans la société, des formes de société qui rentrent dans l'art, et on n'y retrouve pas tellement son compte. Mais ce qui est sûr, et je ne termine pas sur l'incertitude, ce qui est sûr, c'est que ça a à voir avec l'esthétisation générale de notre société, de la vie sociale. Alors, j'ajoute pour terminer, parce que ça c'est pour le plaisir personnel, qu'il peut quand même rester des formes d'art aujourd'hui qui travaillent avec quasiment rien, mais qui sont tout à fait intéressantes en termes d'art. Je vous montre surtout un exemple. Je vais sauter l'exemple de Tracy Emin, qui à mon avis est une des grandes artistes contemporaines, mais je saute parce que je n'ai pas assez de documents pour elle, j'enlève. Voilà. Alors, et je vais vous présenter rapidement, c'est là ma conclusion, c'est quelque chose c'est l'esthétisation de rien. L'œuvre s'appelle Something Leads to Nothing, c'est de 1989, et s'appelle Le Paradox of Praxis. C'est Francis Alice, qui est belge, qui vit à Mexico City, et qui commence avec un pain de glace, parce qu'il reste encore beaucoup de pain de glace au Mexique, parce que tout le monde n'a pas de frigidaire, et puis il le promène dans la ville jusqu'à ce qu'il fonde. Voilà, c'est son action. Je trouve que c'est très beau poétiquement, c'est très émouvant, c'est rien, et de toute manière, aucun Mexicain ne le voit quand il fait ça. Le jour où il s'est baladé avec un pistolet chargé dans Mexico City, et les polices a mis 20 minutes à arriver, ils ont vu un peu plus. Mais voilà, c'est des extraits de la vidéo de Alice. Et je crois que c'est fini. Non, voilà. À la fin, il n'y a plus rien. Merci. Donc merci pour Yves Michaud pour cette présentation assez esthétique. D'abord parce qu'elle fait intervenir la technique, une innovation pour Isegoria, puisque pour la première fois on a du PowerPoint, et puis aussi parce que lui-même a fait sans doute œuvre d'art, puisqu'il a pris son appareil photo pour photographier elle, ce qui est quand même secondarisé assez fortement. Donc je vous propose, c'est qu'on pose des questions à Yves Michaud sur l'art contemporain et sur les implications de son discours sur l'art. Donc il y a des micros qui peuvent passer parmi vous. Et les questions se sont vaporisées. Non, il faut toujours attendre. Oui, il faut toujours attendre. Ça y est, mademoiselle sort de l'état gazeux et se cristallise. Il n'est pas gazeux, ce truc. Il y a un problème d'ambiance sonore, ouais, allez-y. Allez-y, là, non ?
Non, on ne vous entend pas, non. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ah d'accord, Ouais. excusez-moi. Oui, c'est juste par curiosité, j'aimerais connaître votre jugement sur le fait que maintenant l'art, on le trouve partout. Sur le fait que la société soit devenue esthétique, que la beauté, on puisse la trouver absolument partout, dans tous les milieux. J'aimerais juste, vraiment par curiosité, savoir ce que vous en pensez, s'il ne serait pas plutôt une banalisation de la beauté qu'on ne la voit plus, le fait qu'on soit toujours au milieu de la beauté, que peut-être qu'elle nous échappe. Non, alors si vous voulez mon point de vue personnel, c'est que c'est pas une banalisation vraiment, c'est simplement un changement de régime, c'est un changement de régime perceptif. D'une part, alors la première chose qu'il faudrait se demander, c'est comment se fait-il qu'on passe à une société qui voit les choses esthétiquement, alors que, par exemple, il n'y a pas si longtemps, on voyait les choses en termes de travail ou en termes de foi. Allez voir un musulman un peu fondamentaliste, l'esthétique pour lui ça n'a pas beaucoup d'importance. Il voit la vie religieusement. Pendant très longtemps nous avons vu la vie religieusement, on l'a vu à travers les lunettes du travail, maintenant on voit la vie à travers l'esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai quelques idées là-dessus, mais ce que j'essaye de constater c'est ça. Deuxièmement, pour répondre encore plus directement, je ne trouve pas que ça soit catastrophique parce que le fait de tout voir esthétiquement ne change rien au fait que il y a certaines... C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Francis Alice à la fin, ne change rien au fait qu'il y a quand même un certain nombre d'émotions esthétiques qui demeurent nettement supérieures à d'autres. Que toute publicité soit esthétique, c'est une chose, que celle que fait Nan Goldin soit meilleure et esthétiquement de meilleure qualité, c'est autre chose. Si je me suis arrêté sur ces panneaux de co, c'est parce que c'était vraiment une publicité vraiment réussie et pas seulement en termes publicitaires. Donc, à l'intérieur de ce régime, je dirais, du tout esthétique, il reste évidemment des places pour des qualités d'expérience très, très différentes. C'est pas parce que tout est vu esthétiquement que tout se vaut. Mais simplement, on est sous ce régime de la perception esthétique. Ouais, c'est dans le prolongement un peu de ce que Léa vient de dire. En fait, dans la mesure où il y a un peu du beau partout, finalement, est-ce que pour le percevoir, il ne faudrait pas adopter une certaine attitude ? Une certaine attitude, que ça soit physique ou mentale, pour pouvoir justement accéder au beau, parce qu'il est tellement partout que finalement, on peut passer à côté. Et moi, je sais que j'ai l'impression de rien voir de beau, et finalement, quand je me concentre un peu, je me dis, mais tout est beau, donc comment on fait en fait ? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est des expériences qui sont faites pour être perçues à la marge et de manière non inconsciente. Donc, effectivement, la plupart du temps, vous ne vous rendez pas compte. Il faut vraiment que ça soit, à la limite, il faut que ça soit vraiment dégueulasse et moche et épouvantable pour que vous voyez qu'il y a un hiatus dans votre expérience. C'est un peu comme lorsque, par exemple, tous les aéroports récents sont beaux, entre guillemets, le design, le luxe, etc. Il faut que vous tombiez sur un aéroport un petit peu locteux pour vous rendre compte que ça a existé, quoi. C'était pas comme ça. Donc, c'est fait pour être perçu à la marge. La décoration est faite pour être perçue à la marge. Un de mes amis, qui est historien de l'art, spécialiste de la fin du XVIIIe siècle, me disait, avec cette manière qu'ont les historiens de l'art un petit peu désabusés, il me disait, ce que tu racontes dans l'art état gazeux, c'est pas très choquant en fait, parce que ça a déjà existé. Il me disait, il y a eu une période où l'art a été gazeux comme ça, c'était la période rococo, c'était de l'art décoratif, il n'y a pas de grands artistes, à part quelquefois peut-être quelqu'un comme Chardin, un petit peu Watteau, pas plus, mais il n'y a pas beaucoup de grands artistes au XVIIIe siècle. Il y a de la peinture d'apparat, il y a surtout de la déco. Et il me dit la seule différence entre le gazeux de l'époque et le gazeux d'aujourd'hui, c'est que le gazeux de l'époque était pour une petite élite et que le gazeux d'aujourd'hui, il est pour tout le monde. Et il me disait, vous voyez, donc c'est des changements perceptifs. Or, c'est vrai que quand vous travaillez sur la décoration, vous travaillez sur la marge. Un des livres d'histoire de l'art que je préfère, c'est le livre de Gombrich, Ernst Gombrich, qui a écrit un livre sur l'art décoratif qui s'appelle « L'art auquel on ne fait pas attention », « The Unregarded Art ».
en disant en fait la plupart de l'art est décoratif et on n'y fait pas attention. Néanmoins, même si vous vous en rendez pas compte, il compte dans votre vie, hein, au sens où la sorte de bien-être que vous y trouvez ou d'endormissement, hein, c'est aussi une manière de vous endormir et de vous anesthésier. La sorte de bien-être que vous y trouvez compte dans votre expérience. À ce moment-là, ce qu'il faut s'interroger, c'est sur le rôle aujourd'hui des expériences hédonistes, hein. Mais alors, on va élargir les choses. Je précise, dit à Frédéric Leroy, que mon prochain livre, c'est pour ça que la beauté partout est un peu en retard, mon prochain livre sera sur Ibiza et sur un rêve et rêve, hein, et sur la consommation de drogue et les expériences de musique, etc. Parce que c'est un des éléments de l'expérience contemporaine. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'hédonisme, hein ? Et qu'est-ce qui fait que nous sommes aussi hédonistes ? Bonjour. Ma question, on dit souvent que l'art est universel, justement, que quand on est face à un chef-d'œuvre, on n'a pas besoin de code pour la comprendre. Et en ce sens, c'est une façon de la définir par rapport à la publicité qui, au contraire, elle a un message et qui a un but qui est celui de vendre, d'acheter, de pousser à la consommation. Est-ce que, selon vous, maintenant, l'art ne peut plus être différencié, justement, on ne peut plus parler d'universel avec l'art, parce que pour le décoder, on a besoin des clés de notre environnement, de notre entourage, et que finalement, pour décoder l'art, il faut comprendre l'environnement et la démarche de l'artiste. Alors écoutez, moi je crois que l'idée que l'art est universel et que tout le monde y a accès immédiatement, etc., c'est une des idées les plus fausses, j'ose pas dire ça, hein, mais presque, c'est des idées les plus illusoires qui soient. Ce qui est universel, c'est la fonction symbolique de certaines œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont universelles parce que, alors pour des raisons qui sont explicables mais qui sont longues à expliquer, certaines œuvres s'imposent, si vous voulez, les gens viennent au Louvre, la plupart des gens viennent, ils y passent 16 à 18 minutes et ils vont voir surtout la Joconde et la Grande Galerie. Bon, la Joconde est un attracteur universel, mais de la même manière que le Parthénon est un attracteur universel, que la Sagrada Familia est un attracteur universel, etc. Donc là, c'est la valeur, je dirais, symbolique, c'est pas la qualité esthétique. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une chose a cette valeur symbolique ? À mon avis, ça relève de propriétés perceptives qui peuvent s'étudier scientifiquement même. Ça relève aussi du buzz, hein, de ce qu'on en dit et de la manière dont on le communique. Mais en règle générale, la véritable expérience de l'art, c'est forcément l'expérience d'une appréciation en connaissance de cause. Alors simplement, ce qu'il faut tout de suite ajouter, c'est que l'appréciation en connaissance de cause, elle a des degrés. Hein, mais c'est une expérience que nous faisons tous. Vous commencez à vous intéresser à une forme d'art ou à de la musique classique, vous aimez à peu près tout ce qui vous paraît rentrer dans la catégorie. Au fur et à mesure que votre expérience va se développer et s'enrichir, vous allez devenir plus exigeant. Vous allez vous rendre compte que ça, ce que vous aimiez bien, était facile et qu'en revanche, quelque chose qui vous paraissait plus bizarre vous intéresse plus et qui est de plus de qualité. Mais je crois que toujours l'expérience de l'art suppose... Elle a cette bizarrerie, c'est qu'elle suppose à la fois un choc immédiat, mais que le choc immédiat est presque toujours faux. C'est-à-dire qu'à l'usage, vous vous rendez compte que c'était plus compliqué et que c'est plus intéressant parce que c'est plus compliqué. Mais l'idée que l'art est universel, non, l'art est universel du point de vue du tourisme, ça c'est sûr. C'est-à-dire vous allez à un endroit parce que c'est connu et puis que c'est un attracteur, c'est quelque chose qui structure l'espace. Hein. Moi j'aurais tendance à dire que les grands chefs-d'œuvre sont des choses qui structurent l'espace. C'est-à-dire qui font venir les touristes ou les gens. Hein, et puis après, vous avez le jugement de valeur. Moi, j'ai eu une expérience comme ça cet été, au printemps dernier, puis j'ai passé un long séjour en Italie. J'avais jamais vu à Mantoue, j'avais jamais vu le fameux palais du thé, et notamment les fresques des géants de Giulio Romano. J'avais vu que des reproductions qui m'avaient vraiment toujours impressionné,
Et il fait que je voulais aller absolument à Mantoue. Je suis allé à Mantoue, j'ai vu les trucs, je me suis dit, c'était bien d'y aller, mais l'intérêt était extrêmement limité, c'était plus une performance de l'époque, et c'est simplement que comme les historiens de l'art voient la performance, et puis qu'il y a l'attracteur là qui joue, d'énormes géants qui tombent les uns sur les autres dans des salles peintes à fresque, c'est du fantastique, c'est un peu grossier, c'est pas bien bon c'est pas terrible dans l'art, c'est plutôt anecdotique si vous voulez. Vous faites cette expérience-là, mais l'attracteur touristique existe. Vous y allez parce que ça structure l'espace. Moi, ça structurait l'espace au sens où je voulais aller à Mantoue, au Palais du Thé, une fois dans ma vie. Point à la ligne. Mais distinguez bien, et d'ailleurs c'est une réflexion qui est intéressante pour réfléchir au tourisme, vous me direz que ça a à faire, parce que je pense que le tourisme est un des éléments très importants dans l'appréciation justement de l'esthétisation de la vie aujourd'hui. C'est une forme de vie esthétisée, le tourisme. Le tourisme joue beaucoup sur cette différence entre les attracteurs symboliques et puis l'expérience réelle de l'art. Vous allez à un endroit parce que c'est l'attracteur symbolique, puis en fait vous allez aller manger des tapas. Monsieur, vous mettez sur un même plan la société esthétique et la beauté partout, mais est-ce que le passage à la société esthétique, c'est pas le risque de voir non pas la beauté partout, mais le kitsch partout? Oui. Oui. Alors, cela dit, le kitsch, et définir le kitsch, c'est très passionnant, et en même temps, c'est plus que difficile, parce que le kitsch en lui-même doit vraiment avoir une qualité de kitsch très particulière. Donc, je veux dire, il y a vraiment des chefs-d'œuvre du kitsch, on pourrait dire, et qui sont, en tant que kitsch, en tant que genre, si vous voulez, en tant que genre artistique, qui sont des réussites exceptionnelles. Mais il faut pas, à ce moment-là, il ne faut pas généraliser en disant il y aura du kitsch partout. Non, il y a de la déco partout. Certaines fois, la déco est extrêmement et dans le genre kitsch. Alors là-dessus, est-ce que c'est du kitsch volontaire ou du kitsch involontaire? Donc ma réponse, c'est que faites attention à la notion de kitsch, parce que c'est plus un début de problème qu'une solution. Je veux dire, c'est pas uniquement le nom pour le laid ou pour le moche et décoratif. C'est vraisemblablement, il y a une essence du kitsch qui a à voir avec l'art récent. Parce que, par exemple, j'aurais du mal à vous citer dans l'art de la Renaissance des œuvres kitsch, vous voyez. Et il y a du raté, il y a du mal fait, il y a du mécanique, il y a du sous-produit, etc. Mais il n'y a pas de kitsch dans l'art de la Renaissance. Bonsoir. Je voudrais vous demander si vous ne pensez pas que voir dans cette société esthétique la beauté partout, ça ne suppose pas d'avoir comme préalable la même définition de beauté, enfin les mêmes critères de beauté. Enfin, personnellement, moi, je ne vois pas la beauté partout dans cette société esthétique. Cela me fait penser, enfin, vous parliez d'hédonisme, c'est un peu, si je me permets le parallèle, c'est comme voir un peu dans cette société hédoniste où le sexe partout. Enfin, c'est une abstraction, c'est un concept, mais lorsqu'on sait que dans la réalité, on n'a jamais vu autant de sexe partout dans les médias, enfin dans les magazines, des nichons pour nous vendre du lait, enfin voilà, une bimbo pour nous vendre une voiture, alors que dans la réalité, il n'y a jamais eu autant de frustration sexuelle. Vous ne pensez pas que si, ça c'est sociologique. Les gens sont frustrés. Non, mais tout le monde a le droit de dire. Écoutez, et voir la beauté partout, ce n'est pas la voir dans la réalité nulle part. Enfin, ça, c'est une question. Mais le problème, figurez-vous, c'est que la réalité, je ne dis pas que je ne suis pas du tout par exemple Baudrillard, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle est toujours donnée à travers des catégories, la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité nue, si vous voulez. La réalité nue, ou alors la réalité nue, quand elle arrive, elle fait vraiment un trou dans tous les discours, et à ce moment-là, on ne peut plus rien en dire. C'est l'effet de réel à l'état pur, par exemple, c'est la violence. La réalité, c'est la violence, c'est la mort, c'est la frustration éventuellement aussi. Vous avez raison, c'est surtout la douleur et la mort. Donc, d'une part, première réponse,
cette société hédoniste, c'est un refus de la douleur, de la mort et du réel. C'est évident. Mais deuxièmement, ne croyez pas qu'il y a un endroit où c'est nu, où ça apparaît de manière nue. C'est pas vrai. C'est que nous, il y a un effet, je dirais, catégoriel. On regarde la réalité à travers cette vision-là. Alors maintenant, à travers ces catégories-là, alors maintenant dire que c'est le mot beau, c'est un abrégé, parce que par ailleurs, il n'est pas plus défini. Je sais très bien qu'aujourd'hui, tout le monde, il y a un retour du beau, au sens il y a un retour du langage du beau. On se remet à faire des expositions sur la beauté. Il y avait en Italie au printemps, il y avait 2 expositions à 50 km de distance. Une s'appelle la Cura del Bello et l'autre la Forza del Bello. Je veux dire, c'est 2 types d'expositions qu'on n'aurait pas eu il y a 10 ans, parce que les gens n'osaient plus utiliser le mot beau. Donc je dis seulement, cette catégorie, elle est revenue, mais il n'y avait rien dans ces expositions qui permettait de donner une définition du mot beau. C'est plutôt l'étiquette qu'on met sur le caractère esthétique. Bon, quant à la frustration sexuelle, je dirais que c'est aussi une question de génération. Moi, je pense que je faisais partie d'une génération probablement plus frustrée que la vôtre. Heureusement, on s'est débrouillé pour se rattraper, mais je peux vous dire que c'était pas la joie par rapport à aujourd'hui. Ouais, il y a une question. Il y a un monsieur là qui est posé. Monsieur. Oui, bonsoir. Vous avez répertorié tous les éléments donc de la société esthétique ou la beauté partout, avec une expérience ambientale, avec une beauté diffuse, d'une certaine façon une beauté gazeuse. Donc ça, on est plutôt dans l'ordre du constat. Moi, j'ai une question un petit peu taquine, c'est le pourquoi comment. C'est-à-dire comment on en est arrivé à cet état-là, quoi, d'une certaine façon. Une certaine forme de déstructuration de la beauté. Ça me fait penser à Lipovetsky, l'ère du vide un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, d'une part, je vous répondrai non, parce que, encore une fois, d'une part, je vous répondrai que je ne crois pas, parce que si j'ai mis, là, par exemple, la citation de Schopenhauer, c'est pour indiquer que, c'est d'une certaine manière, ce que je dis n'est pas nouveau. On revient à des formes de perception humaine qui ont déjà existé. Et si j'insiste sur Schopenhauer, pas que je sois un Schopenhauerien, mais c'est que simplement, à l'époque de Schopenhauer, les arts, pour lui et pour beaucoup d'autres, des arts comme la musique et comme l'opéra, étaient largement au-dessus à placer des arts visuels. Donc notre idée d'un art qui est localisé visuellement, bien défini, qui demande l'attention, une attention un peu sacrée, une concentration, etc., est liée à une certaine époque du visuel. Et qu'on est peut-être en train de revenir, je dirais, en deçà de cette époque, sans que ce soit forcément une régression. La manière dont l'être humain fonctionne perceptivement a évolué, elle peut encore évoluer, et elle évolue pas forcément toujours du côté je dirais du côté d'un progrès. Il peut y avoir des régressions, des changements, d'autres manières. Alors comment on est arrivé là ? Je dirais que ça, j'en sais rien. Je pense que, et je me garderai bien de faire un diagnostic, je vous dis, je ne suis pas un philosophe spéculatif, mais je pense que c'est vrai qu'il y a nous avons, dans le fond, si vous me poussez dans mes derniers retranchements, je dirais que nous avons dans le fond une expérience de maîtrise grandissante des choses et de nous, et qu'en même temps, nous savons très bien que nous maîtrisons pas grand-chose non plus. Et donc, je crois que l'esthétisation est une manière de mettre sous cellophane, en quelque sorte, d'anesthésier, en quelque sorte, cette crainte de la non-domination. On croit parce que c'est vrai qu'on a des pouvoirs énormes de domination du monde, et en même temps, on voit très bien qu'on est loin de dominer tout. Regardez la crise économique, regardez la crise écologique, regardez le fait que, malgré tous les espoirs qu'on a, on meurt encore. Et le fait que même si on vit vieux, on est quand même un petit peu des déchets assez rapidement, quoi. Donc voilà, c'est pas. Donc on esthétise. L'esthétisme, il fait des liftings. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que sous couvert de cette banalisée, l'art est vraiment de plus en plus réservé à une élite ? Par exemple, quand on va dans un musée, on peut tomber sous le charme d'une œuvre plus classique facilement, alors qu'une œuvre contemporaine, pour la comprendre et l'apprécier,
il faut vraiment s'y arrêter et réfléchir à ce qu'a voulu dire l'artiste. Oui, alors vous avez raison en partie, mais en partie seulement parce que une œuvre classique peut être accessible immédiatement parce que les codes de communication reposent, indépendamment, je dirais, des qualités proprement artistiques, reposent sur des types des modes de perception qui sont communs. Par exemple, si vous voyez une belle image, une jolie femme, ou une scène émouvante, d'un mendiant de Murillo, des choses comme ça, il n'y a pas que l'art qui vous touche, il y a aussi ce qui est montré, comme au théâtre, comme à l'opéra. Encore une fois, c'est l'exemple de la Traviata, il n'y a pas que la musique qui vous touche dans la Traviata, il y a aussi cette histoire, ce drame. Donc effectivement, l'art ancien qui est moins sophistiqué, au moins dans notre tradition occidentale, dans les modes de représentation, tout en étant très sophistiqué quand même, est plus accessible. Mais pour l'art contemporain, si vous êtes élevé un peu dedans, ce que je constate souvent avec les très jeunes générations, étant donné en plus que l'effet est ambiental, il s'y trouve très bien, je veux dire, même s'il ne voit pas de quoi il s'agit. D'ailleurs, je suis totalement contre le fait, c'est un peu un paradoxe, mais je suis totalement contre le fait d'expliquer, par exemple, l'art le plus contemporain, parce qu'il n'y a rien à expliquer, il n'y a qu'à sentir. Dans les biennales en général, les gens continuent à mettre des cartels pour expliquer de quoi il s'agit. En général, c'est un blabla infâme que lisent les gens qui ont plus de 40 ans, parce qu'eux, ils croient encore qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais les jeunes, ils se baladent dans la biennale en disant c'est cool ou c'est pas cool, et puis quand ça les intéresse pas, ils passent à la salle suivante. C'est une expérience que j'ai eue à la Biennale de Lyon il y a 2 ans, qui était très intéressante. Les cartels étaient absolument insipides. Il y avait des gens qui les lisaient désespérément comme s'ils allaient comprendre quelque chose, alors qu'il n'y avait qu'à sentir, parce que c'est pas très intellectuel très souvent. Et donc le tout, c'est de vous laisser un peu aller, quoi. Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Encore une fois, l'inattention compte dans ce type de rapport. Oui. Oui. Bonsoir. Oui. Je vais vous demander, étant donné que la beauté commence à se mettre un peu à la portée de tout le monde et à devenir quelque part un peu un produit de consommation courante, est-ce que vous pensez qu'il y a actuellement une tendance pour l'art à prendre le contre-pied et à finalement s'intéresser un peu à la laideur ? Un peu, mais pas beaucoup. Un peu, mais pas beaucoup, parce que ça, c'est un autre aspect dont je n'ai pas du tout parlé, mais il ne rentrait pas du tout dans mon sujet. C'est que l'art est quand même extrêmement intégré à la société. Donc les capacités de l'art à choquer sont très limitées. Et d'autant qu'en plus, comme je l'ai dit, dans ces modes de perception, le choc fait partie de ce qui nous retient. Donc, des formes non artistiques d'expression utilisent aussi la laideur et le choc en l'esthétisant. Ces fameuses publicités Benetton, avec des gens qui avaient le sida, vous arrivez à peu près à tout esthétiser. Donc l'art n'est plus transgressif, et de toute manière il ne peut pas être transgressif, tout simplement parce que on est dans une société qui est tellement devenue juridicisée en quelque sorte que quand l'art est vraiment transgressif, il tombe sous le coup de la loi, et tout le monde est d'accord pour que aujourd'hui l'équivalent, si vous voulez, d'un tableau obscène de Courbet, l'équivalent de l'origine du monde ou des deux amoureuses là de Courbet, ça serait des images d'enfants nus. Bon, c'est interdit, tout simplement. Et tout le monde trouve ça très bien. Donc aujourd'hui, Lewis Carroll, il sera en prison. Donc l'art est devenu extrêmement respectueux. Alors il fait semblant de transgresser, mais quand il pourrait transgresser vraiment, à ce moment-là, il tomberait sous le coup de la loi, et puis il tomberait sous le coup de la loi des convenances aussi. Je connais 1 ou 2 œuvres vraiment transgressives aujourd'hui, mais soit elles ont une audience extrêmement marginale, soit carrément elles n'ont pas d'audience du tout, parce qu'elles sont trop violentes, et donc elles sont en dehors de notre capacité de perception. J'ai pas compris une chose que vous avez dite. Enfin, vous avez dit que pour tout ce qui est art contemporain, on n'a pas besoin d'explication. Mais comment est-ce qu'on peut dire si c'est de l'art alors si on n'a pas besoin d'explication, puisqu'en plus on n'a pas de normes, on n'a pas de critères? Je comprends pas comment on peut définir ça comme un art.
Vous pouvez très bien avoir des normes et des critères qui portent sur des qualités de sensation et qui ne demandent pas des explications. Si vous... Bon, je ne veux pas revenir là parce que je ne veux pas avoir l'air du vieux qui s'occupe de choses qu'il ne regarde pas, mais si vous regardez la musique techno, par exemple, je ne connais pas beaucoup de littérature critique bien sur la musique techno. Néanmoins, il y a des différences très importantes au niveau de la qualité des productions et de la créativité des DJ. Vous avez des DJ qui font de la soupe. Vous avez des DJ qui font de la truc pour danser. Et puis vous avez des DJ où les gens s'arrêtent de danser pour écouter. Bon. Et il y a des critères là, mais ce n'est pas forcément des critères d'explication. Il faut en avoir écouté beaucoup. Il faut avoir roulé un peu sa bosse. C'est un peu, mais vous auriez la même chose sur l'expérience de la peinture, vous savez. Hein. Quand vous n'en avez pas vu beaucoup, vous pensez que c'est encore quelque chose qui est assez intellectuel à expliquer. Quand vous en voyez vraiment beaucoup, ça devient des critères un petit peu intuitifs, de voir que c'est une œuvre du maître ou une œuvre d'élève, que c'est une œuvre de rustique ou que c'est une œuvre sophistiquée. Vous le voyez, ça se voit tout de suite. Donc c'est pas forcément. Dites-vous bien que tout n'est pas verbalisable dans l'expérience esthétique, mais c'est pas pour autant que c'est n'importe quoi. Simplement, ce qu'il faut bien voir, mais vous le faites ça, votre expérience dans votre propre vie, c'est que l'expérience esthétique demande. Elle peut être faite de manière flottante, bien sûr, mais si vous voulez vraiment la faire, à ce moment-là, elle vous demande de l'expérience et une expérience qui peut s'enrichir. Non, pensez pas que... Donc, moi, si vous voulez, pour les installations, si je prends les installations, des installations, j'en ai vu jusque-là, dans ma vie. Des vidéos, c'est pareil. Simplement, je vois très bien... Par exemple, pour les vidéos, j'ai un critère assez simple. Vous allez dans une biennale, comme la Biennale de Venise, en gros, ce qui est présenté comme vidéo représente entre 800 et 3000 heures d'écoute. Et bien évident que même si vous êtes sérieux, le critique sérieux, il ne va pas passer 800 heures dans la Biennale de Venise, il ne va pas passer 20 jours à la Biennale de Venise pour regarder toutes les vidéos. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme tout le monde. Vous rentrez dans la salle et vous voyez si ça vous accroche, par exemple. Si ça vous accroche, alors quelquefois vous ne tombez pas au bon moment de la vidéo. Donc l'endroit, au moment où ça devait vous accrocher, il est passé. Mais tant pis, je veux dire, c'est la règle du jeu. Donc vous avez un critère qui est tout bête, c'est est-ce que ça vous accroche. Après, effectivement, vous avez des manières d'expertise qui vont intéresser. C'est pareil pour les installations. Il y a l'installation de Jason Rhodes, quand je l'ai vu, le théâtre dans ma queue, là, c'est vraiment une bonne installation. À côté de ça, j'ai dirigé une école d'art. Vous savez, dans l'école d'art, tous les élèves font des installations. Et puis voilà, bon, tant mieux. Ça embarrasse et puis on les jette. Bonsoir. Dans un monde où l'art a recouvert toute l'expérience du social, est-ce qu'on peut encore parler d'esthétique ou de simulation esthétique plutôt ? Ah non, on parle d'esthétique au sens de ce que j'ai dit. C'est une expérience qui est entre le cognitif et le sensoriel et qui donne un certain type de plaisir. Moi je crois que c'est en ce sens assez bête et assez élémentaire qu'on peut parler d'esthétique. Simplement, encore une fois, dans ces expériences, vous avez des qualités différentes selon, encore une fois, la qualité du travail et votre expertise à vous. Votre expertise à vous. Moi, je trouve qu'il y a certains designs de boutiques qui sont extrêmement intéressants, extrêmement inventifs. Je n'ai pas vu de boutique Chantel, mais je doute que ce soit absolument génial, les boutiques Chantel. Mais vous avez des designs qui sont différents. Non, c'est de l'esthétique. Ne vous faites pas une idée trop élevée de l'esthétique non plus. Je crois qu'il y avait une question là, mademoiselle. Je voulais savoir si, dans une société où l'esthétique est partout, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est devenu une arme, enfin une forme de manipulation ? Et si à force de chercher toujours la beauté au paroxysme, on ne passe pas un peu à côté de l'essentiel ? Manipulation, c'est certain, puisque c'est des gens qui en font leur métier, que vous soyez designer, que vous fassiez du marketing, que vous inventiez des produits... que d'une certaine manière vous allez manipuler quelqu'un. Je veux dire simplement, c'est notre manière à nous aujourd'hui d'interpréter beaucoup d'actions.
C'est-à-dire qu'on pense que les actions consistent à manipuler, mais vous n'êtes pas, on n'est pas obligé de retenir cette seule définition. Maintenant, passer à côté de l'essentiel, c'était un peu le sens, je dirais, de ma conclusion avec ces extraits de vidéo, hein, ces captures d'écran. Vous avez c'est un peu aussi à vous de savoir si vous voulez chercher l'essentiel et comment vous pensez pouvoir le trouver. Moi, je pense qu'on peut aussi s'acheminer vers une révolte anti-esthétique. Ça peut arriver. Hein. Je veux dire, je connais un certain nombre d'artistes qui en ont marre de l'esthétique. Bon, le problème, c'est que j'avais rencontré un groupe d'Anglais il y a quelques années qui disait qu'ils faisaient vraiment rien d'esthétique. Le problème, c'est que, ça a déjà été fait et que ça a été esthétisé ensuite par le marché. Et puis qu'il faudrait avoir vraiment un programme fort, si vous voulez, pour faire un art qui soit non esthétique. Il faudrait que quelqu'un qui soit assez génial. Cela dit, il y a eu quand même des périodes récentes d'où sont sortis des gens géniaux. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait exclu aujourd'hui qu'il y ait des gens géniaux. Simplement, ils apparaissent peut-être pas dans le domaine où on les attend. Ils seront peut-être pas dans le domaine des arts visuels. Hein. Je veux dire, on peut très bien avoir de l'esthétique qui viennent d'ailleurs. Ça a à voir aussi avec notre réévaluation de l'art, de la hiérarchie des arts. Parce que la musique est considérée comme pas importante aujourd'hui, sinon sous la forme de la musique d'ambiance ou de la musique de danse, mais la musique dite classique a perdu en grande partie son rang. Mais si vous reconsidérez, je dirais, les hiérarchies, vous apercevez que deux compositeurs français comme Messiaen, Dutilleux et Pierre-Henry sont des artistes absolument majeurs. Alors, de ce côté-là, quand j'ai fait des conférences devant des lycéens sur la musique techno et l'ambiance aujourd'hui, je leur fais écouter du Pierre-Henry. Et ils sont toujours sidérés de voir ce chaînon manquant dans l'histoire de la musique, parce que Pierre-Henry a commencé à bricoler des magnétophones, des trucs pas possibles dans les années 50, c'est un élève de Messiaen. Ensuite, il a fait, à la demande de Béjart, la messe pour le temps présent, avec le psyché rock, qui est vraiment du rock. Hein. Et puis c'est après que ça mène à toute l'évolution de la musique électronique, y compris Kraftwerk. Et c'est de la très grande musique. Il a 80 ans aujourd'hui et quelques. Simplement, il n'est pas à sa place. Je pense qu'il reste aussi du grand art aujourd'hui. Simplement, il n'est pas forcément là où on le cherche habituellement. Mais par rapport à la question, c'était peut-être aussi la fonction critique de l'art qui allait d'être perdue. Vous avez parlé plusieurs fois d'anesthétisation, d'endormissement par l'esthétique. Est-ce que là, justement, il n'y a pas un impact politique de cette interpénétration du marketing et de l'esthétique et de cette généralisation du marketing dans l'esthétique? Voilà ma position assez radicale. On est des sociétés qui sont entièrement critiques de part en part. C'est-à-dire tout le monde est critique. Elles fonctionnent à la critique, nos sociétés. Elles fonctionnent vous appelez ça benchmarking dans votre langage. C'est-à-dire que tout le monde évalue tout le temps. Hein. C'est des sociétés d'experts, sociétés de critiques et des sociétés aussi systémiques, c'est-à-dire qui réinjectent immédiatement la critique dans la correction et le pilotage. Même la crise, ça se voit très bien. Hein. C'est pas la crise de 29 où les gens ils sont un peu les bras ballants en ne sachant pas comment faire. Donc en fait tout le monde est critique, ce qui fait que la position supérieure de l'artiste critique ou de l'intellectuel critique aujourd'hui c'est une illusion. Ça, il suffit que hier soir je suis passé sur Europe 1 entre 19h20 et 20h, j'ai autant de temps de parole que la ménagère qui appelle le Pétaouchnok. Hein. Donc c'est bien la preuve que c'est critique. Et Safran, le directeur de Marianne, me disait tout ce que vous dites, de toute manière, les gens s'en foutent. Il manquait de sens de la répartie.
J'aurais dû lui dire, j'ai trouvé ça en rentrant chez moi, qu'on n'était pas forcément là pour leur parler des choses qui les intéressent, mais peut-être pour les faire s'intéresser aux choses intéressantes, c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que vous avez aujourd'hui, tout le monde est critique et personne, d'une certaine manière. Des sociétés où tout le monde est critique. C'est pour ça que je vais presque jamais à la télévision, parce qu'à la télévision, vous vous retrouvez entre un psy, il y a toujours un psy, une victime, il y a toujours une victime, parce que c'est un boulot, victime, aujourd'hui. Hein, un assassin repenti, parce que ça aussi, c'est un boulot. Et puis, on vous dit, vous avez 3 minutes pour dire ce que vous pensez de fondamental. Donc l'artiste critique, non, l'artiste... Mais il y a eu plein de périodes où l'artiste n'était pas du tout critique. Hein. Je veux dire, je veux pas parler toujours de la Renaissance, mais à la Renaissance, il n'y avait pas un artiste qui était critique. Hein. Sinon, il aurait été brûlé. Alors, donc... Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, il y en a même encore 2. Allez-y. Si vous n'avez pas le micro, il va peut-être passer. Parce que, en fait, j'en ai... Ah, pardon, excusez-moi, je ne vois pas où. Oui, il a le micro. Il est là, mais j'ai une question aussi. Non, en fait, pour revenir sur l'impact politique, donc pareil, Frédéric Leroy, je m'attendais en fait à ce que vous illustriez la société esthétique également par des exemples tirés de la politique dans le combat, dans les débats, dans les meetings. Et justement, est-ce que il y a des domaines comme ce domaine-là qui... j'ai pas l'impression de parler dans le micro toujours. Il y a des domaines comme ce domaine-là où l'art est vaporisé, sauf que c'est le cas depuis beaucoup plus longtemps que 20 ans. Et est-ce qu'en fait le mouvement que vous avez décrit, c'est pas la continuité ça s'inscrit pas dans la continuité de ce type de situation et d'évolution? Alors là, excusez-moi, je n'en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout, mais c'est vrai que vous avez absolument raison. La première forme d'esthétisation, c'est la politique. Et ça commence, je dirais, depuis toujours, hein, mais je veux dire, parce que, je veux dire, il faut que la politique soit accompagnée d'un cérémonial, d'une certaine visibilité, qu'elle soit admirable. Donc la première forme d'esthétisation, effectivement, c'est la politique. Mais l'esthétisation de niveau industriel de la politique, c'est à partir des années 30. C'est le stalinisme et c'est le nazisme, hein, et le mussolinisme, hein, et le fascisme italien. C'est des grandes formes, les parades, les mises en scène. Le dernier avatar de l'esthétisation de la politique, c'est toujours la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous avez raison. Alors maintenant, ça se décline d'une manière qui est assez marrante. Récemment, il y a Ségolène Royal qui s'est esthétisée. Hein. Il dit, non mais c'est assez marrant quand même, parce que... donc tout se relook, hein, je veux dire, mais c'est pas nous. C'est vrai que si vous et il faut faire très attention à l'image. Il faut aussi qu'elle soit convenable. Bon, c'est les débats américains. Il faut bien contrôler ses nerfs. Il faut pas apparaître affreux, sale et méchant. Sauf si vous jouez le rôle de affreux, sale et méchant à la manière de Le Pen ou de Haider, etc. Hein. Donc vous avez profondément raison. Le pouvoir anesthésique, mais en même temps il y a plus, hein, dans l'esthétisation de la politique, il y a le pouvoir anesthésique, il y a le pouvoir de gommer, il y a l'effet de gommage des angles, des difficultés, la vie facile, radieuse, etc. Mais il y a aussi, par exemple, dans les premières esthétisations, il y a la production de rythmes communs, hein, marcher au pas, défiler, vous avez absolument raison, c'est sûr. Mais comme c'est un sujet en soi, si vous voulez, je veux dire, c'est vraiment... Il y avait encore une question. Oui, il y a encore une question là-bas, et puis après on va s'acheminer vers la fin. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Sur l'omniprésence de l'esthétique et savoir si ça renvoyait un peu aussi au concept qu'on pouvait trouver à l'époque baroque d'ostentation, de dissimulation du réel, et que en fait la société esthétique ne serait-elle pas une société un peu de la vanité? Si, en partie, je dirais en partie, mais d'un autre côté, je veux dire, si on est allé par là,
un des ressorts des sociétés humaines, c'est quand même la vanité. Hein. Il n'y a pas que la vanité, mais c'est quand même un des grands ressorts des sociétés humaines. C'est l'apparence, la jactance et l'apparat. Hein. Mais moi, je suis plus sensible, peut-être, je dirais, et c'est en ce sens que peut-être que j'ai laissé de côté l'esthétisation de la politique, je suis plus sensible à l'immunisation contre la mort, si vous voulez, à la volonté, l'hédonisme comme remède à l'angoisse, quoi, en quelque sorte. Je veux dire, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est la manière, comme j'ai beaucoup travaillé sur la violence, c'est la manière dont même la violence est esthétisée aujourd'hui. Les cadavres, il n'y a plus qu'en Irak qu'on voit des bouts de barbac. Les cadavres chez nous, on les nettoie bien, on les met dans des sacs noirs et puis on aligne tout ça bien sur le tarmac et puis on rend les honneurs militaires. Vous voyez, je veux dire, de la même manière, il y a cette esthétisation, je veux dire, qui est présente dans le reportage photographique aussi. Je veux dire, on nous montre toujours les combattants tels qu'ils sont jamais en réalité. Dans la réalité de la guerre, c'est l'horreur. La guerre nous est présentée de manière esthétisée, tout simplement. Ça fait partie aussi de la problématique actuelle, tout simplement parce que si on veut la photographier, il faut que le photographe il saute pas non plus avec le reste. Donc la photographie est, disons, toujours plus ou moins bidon. Hein, soyons sérieux. Donc vous avez raison, mais alors à ce moment-là, c'est sur le. Moi, je crois beaucoup, si vous voulez, je suis plus sensible à cette sorte d'esthétisation individualisée. Et donc, c'est pour ça que je mets l'hédonisme en relation plutôt avec la peur de la mort et l'angoisse. Très bien, on va s'arrêter là. Ce qui est fascinant avec Yves Michaud, c'est qu'il est à la fois iconoclaste et qui ne porte pas de jugement de valeur. Et très frustrant, c'est qu'on en sort toujours. Finalement, c'est pas très grave, quoi. Et puis peu importe, et puis si on a raté le bon moment de la vidéo, tant pis. Donc moi, ce que je voulais vous remercier, je suis sûr que vous n'avez pas raté le bon moment de la conférence, et donc je voulais remercier Yves Michaud. Merci.